Amis du café, amis de la police, amis de la mémoire, amis de la mémoire de la police, amis de la préfecture, amis de la mémoire de la préfecture de police, eh bien bonjour. Bonjour Fabrice. Bonjour David. Ah super, tu es là, tu es historien. Ça veut dire quoi historien? Ça veut dire que tu es prof d'histoire? Ça veut dire que tu fais des livres d'histoire? Ça veut dire que tu racontes des histoires à tes enfants? C'est quoi historien? Ça veut dire tout ça. Là, c'est le début de l'émission, donc Oui, oui. de la garde à vue, on va dire. Donc oui, tu déclines ton identité. Bon, je suis bien content de ne pas être menotté au radiateur. Donc, j'anime en particulier, je co-anime un site consacré à l'histoire coloniale et postcoloniale de la France qui s'appelle histoirecoloniale.net. Avec l'historienne Malika Rahal, je co-anime aussi un autre site internet qui est un instrument de recherche sur ceux qu'on appelle les disparus de la bataille d'Alger. Hein, jusqu'ici, on ne connaissait guère que le nom de Maurice Audin. Absolument. Mais Maurice Audin, assassiné par l'armée française en 1957, est en fait une exception complète puisque c'est le seul Algérien d'origine européenne que les paras aient commis l'erreur d'assassiner. Tous les autres étaient décolonisés, qui sont restés anonymes, très difficiles à dénombrer, et donc sur ce site .org, pardon, on travaille à identifier ces disparus et à reconstituer leur histoire pour faire une autre histoire de ce que la propagande française a appelé la bataille d'Alger. En fait, à la fin de l'année 1956, le FLN annonce qu'il va appeler à une grève générale de 8 jours en Algérie. Voilà. Et ça démarre en janvier 57, et c'est à ce moment-là que le gouvernement Guy Mollet s'affole et donne les pleins pouvoirs au général Massu et à la 10e division parachutiste pour tenter, comme on dit, d'anéantir le FLN à Alger. Et c'est le début donc d'une période qui va durer une dizaine de mois, qui a été baptisée la bataille d'Alger très longtemps d'ailleurs avant qu'elle ne se termine, et qui est une période dans laquelle l'armée française va procéder à l'enlèvement, elle va appeler ça les arrestations, mais ça ressemble beaucoup à des enlèvements, de dizaines de milliers d'Algérois, en détenir au secret un grand nombre, en torturer un très grand nombre, et en faire disparaître un certain nombre. Et parmi ceux donc qui ont été, je le disais, ceux qui ont disparu, il y a Maurice Audin, dont l'identité d'universitaire communiste ayant des relais en métropole, etc., a provoqué une affaire considérable, hein, une affaire judiciaire, politique. Le site milaude.org, en fait, il est basé sur une archive que j'ai trouvée à Aix-en-Provence, qui est une archive qui nous donne les noms, les identités, les circonstances de l'arrestation d'un millier environ d'Algérois qui ont été enlevés par l'armée française. Et on a lancé un appel à témoignages en français et en arabe sur le site aux familles, aux proches, aux descendants, pour qu'elles nous disent ce que sont devenus après leur arrestation ces gens qui ont été enlevés par l'armée française. Et pour l'heure, on a identifié parmi eux 330 disparus définitifs. On fait un saut dans le temps, on arrive à Paris, capitale, ville lumière, le plus grand massacre de civils pacifistes en Europe. Combien de morts? Est-ce qu'on le sait aujourd'hui? Et qu'est-ce qui se passe le 17 octobre 61? Il faut là aussi redire les forces en présence, pourquoi des gens viennent manifester, sous quelle forme. Voilà, il faut raconter l'histoire. Absolument. Alors, le 17 octobre 1961, c'est la date d'une manifestation antiraciste et anticoloniale, appelée par la Fédération de France du FLN, j'expliquerai exactement pourquoi après. C'est la date d'une répression qui est effectivement d'une extraordinaire violence, d'une violence meurtrière, et c'est aussi une violence, cette violence, elle est aussi immédiatement niée, recouverte par une version officielle extrêmement outrageusement mensongère, Oui. et elle reste impunie. Les historiens Jim House et Neil McMaster, dont on vient de rééditer ce livre qui est la somme aujourd'hui, la somme historique de référence qui correspond un petit peu au livre d'Alain Deverp sur Charonne. Ces historiens ont dit que effectivement c'est la répression la plus meurtrière d'une manifestation de rue pacifique en Europe occidentale depuis 1945. On peut dire aussi qu'en France c'est la plus meurtrière depuis la Semaine sanglante, 1871.
Le 17 octobre, donc la Fédération de France du FLN appelle les Algériens qui vivent en France, qu'on appelle à l'époque les Français musulmans d'Algérie, c'est leur dénomination officielle, les FMA, non pas à faire une manifestation classique, mais en réalité à braver, à boycotter un couvre-feu qui a été décidé 12 jours auparavant en Conseil des ministres, et que la préfecture de police de Paris, dirigée par Maurice Papon, fait appliquer avec une extrême sévérité. Alors c'est un couvre-feu qui est manifestement totalement illégal, d'ailleurs, donc dans le communiqué dans lequel Papon fait connaître ce couvre-feu, il est dit qu'il s'agit d'un conseil pressant qui est donné aux seuls Algériens, donc de la région parisienne, de ne pas sortir, de ne pas mettre le nez dehors entre 20h30 et 5h30 du matin. Donc quand je parle de manifestation antiraciste, il est demandé aux Algériens donc de boycotter une mesure qui est appliquée aux faciès depuis donc une douzaine de jours et qui interdit aux Algériens de circuler la nuit. Leur café et commerce doit même fermer à 19h. Les Algériens qui circuleraient en automobile verraient cette automobile confisquée, emmenée à la fourrière. Bon, et je l'ai dit, ce couvre-feu, bien que totalement illégal, est appliqué avec une extrême rigueur par la police. Et on sait qu'à ce moment-là, la base du FLN à Paris réclame une réaction, et certains voudraient une réaction militaire, armée. Et alors c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, la Fédération de France du FLN passe du registre de la lutte armée qu'elle pratique habituellement, y compris sur le sol français depuis 1958, bon, avec des moments de pause et de reprise. Ouais. Elle rentre dans un registre de protestation beaucoup plus classique, une protestation de masse, pacifique, par la manifestation. Ça déclenche donc une répression extrêmement forte. Il y a environ 150 000 immigrés algériens dans la région parisienne à cette date-là, 400 000 en France au total. Ce sont des gens qui ont une position absolument subalterne dans la société française. Ils sont relégués dans des quartiers extrêmement ségrégés. Alors, essentiellement en région parisienne, dans des bidonvilles qui sont très nombreux, le plus célèbre étant et le plus peuplé étant celui de la Folie à Nanterre. Oui, bien sûr. Ils vivent aussi dans Paris, par exemple dans le 5e arrondissement, le quartier Saint-Séverin, le quartier d'hôtel de Garni, comme on dit. Meublé, quoi. Où les hommes de meublés sont entassés et se relaient, louent des lits dans lesquels ils se relaient pour dormir à tour de rôle, voilà. Donc ils sortent de ces quartiers-là. Alors c'est une immigration qui est encore très largement masculine parce que il y a des familles, mais encore relativement peu. Ce qui leur est demandé, c'est de braver le couvre-feu. Donc l'heure à laquelle cette démonstration est censée se produire, c'est le début de soirée. L'heure du couvre-feu, c'est 20h30. La préfecture de police apprend assez tardivement le détail de l'affaire, semble-t-il dans la nuit précédente, et Maurice Papon a le temps donc de mobiliser toutes les forces de l'ordre dont il dispose à Paris, c'est-à-dire on approche probablement des 10 000 personnes, toutes catégories de forces de l'ordre confondues. Et la consigne qui est donnée aux forces de l'ordre, c'est d'empêcher à tout prix cette démonstration d'avoir lieu dans Paris. Et donc, les forces de l'ordre sont disposées aux portes de Paris, notamment sur les ponts qui peuvent permettre aux Algériens d'entrer dans Paris, à l'intérieur évidemment de Paris également. Elles sont armées. On va entendre des tirs de mitraillettes, par exemple, et on dispose les forces les plus coutumières de répression violente. Ce dont on parle, ça a 60 ans, et on va voir au fil de la conversation combien ça résonne aujourd'hui, 60 ans plus tard. Combien toute cette histoire qui n'a jamais été vraiment... dont on n'a pas tiré les leçons, dont l'État n'a pas tiré les leçons, dont la société n'a pas tiré les leçons, en fait, ça résonne aujourd'hui. Et d'ailleurs, pas plus tard que hier ou avant-hier, Macron a déclenché un incident diplomatique
en partie autour de cette question-là. Dans les derniers chapitres, tu parles des violences policières d'aujourd'hui, de la génération Adama, de la fameuse scène terrible filmée en Seine-Saint-Denis avec ces policiers qui ricanent en disant un bico, ça ne nage pas, et ça renvoie terriblement à 61. Voilà, c'était juste pour faire le point, c'est-à-dire que on n'est pas en train de parler d'archéologie en réalité. Voilà. Oui, absolument. Voilà. Absolument. Bah, écoutez, oui, alors les pratiques policières de 1961, on en a vu un certain nombre nous redevenir très 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 familières. Hein. On va voir par exemple la pratique de la nasse, hein, que cette façon aussi donc de découper les cortèges en morceaux, etc. Bon, ce qui se produit en fait d'abord, avant la violence meurtrière, c'est une gigantesque rafle, puisque dans la journée, déjà en allant aux portes des usines cueillir des Algériens, dans les hôtels garnis, puis dans Paris pour attraper ceux qui ont réussi à passer les barrages de police autour des métros, il y avait trois points de rendez-vous qui étaient donnés par le FLN, l'un dans le secteur des Champs-Élysées, où en réalité les cortèges n'arriveront jamais à se former, puisqu'ils sont arrêtés sur le pont de Neuilly, un autre dans le secteur Opéra République, où là, il y a un cortège qui va se constituer, mais qui va être découpé et où va se produire un massacre sur le boulevard Bonne Nouvelle, et un autre sur la rive gauche du côté de Saint-Michel, avec les scènes qui sont assez célèbres, qui sont produites de noyades sur le pont Saint-Michel. Bon. La rafle, c'est, selon la préfecture de police, en quelques heures, 11 500 Algériens qui sont embarqués pour être détenus dans des camps qu'on a pour la plupart improvisés, notamment le Palais des Sports à la porte de Versailles, où vont être internées 6 000 personnes, le centre d'identification de Vincennes, où les Algériens ont l'habitude depuis longtemps d'être embarqués et détenus pendant X temps, et d'autres lieux encore, y compris la préfecture de police elle-même, des commissariats, etc. Papon n'utilise pas le Veldiv parce qu'il a été détruit quelque temps auparavant, mais il l'a utilisé pour interner des Algériens en 1958 déjà, et ça n'a posé aucun problème. Les cars de police ne suffisant pas à embarquer tout le monde, on réquisitionne les bus de la RATP, sans parler donc encore une fois des assassinats qui se produisent dans Paris. Il y a à l'arrivée des gens qui sortent des cars que les flics obligent parfois à sortir par les fenêtres des autobus. Il y a une sorte de rituel, de cérémonie d'humiliation et de brutalisation qu'on appelle la haie d'honneur, qui était une coutume policière véritablement à ce moment-là. On fait défiler les Algériens entre deux rangées de policiers qui tabassent et qui brisent les avant-bras qu'on met sur la tête pour se protéger, voire les crânes, qui blessent. Hein. C'est quelque chose que de nombreux témoins ont raconté. Dans Paris, les policiers se livrent à des violences létales. Alors, ils utilisent pour ça toutes sortes d'armes. On a des témoignages de tirs donc au revolver, à la mitraillette. Ils utilisent également, à ce moment-là, ils sont équipés d'une arme qu'on appelle le bidule. C'est un long bâton de bois en bois exotique très dur qui fait un peu plus d'1 mètre de long, avec lequel on peut briser des os sans problème. On trouvera également des gens tués, garrottés à l'aide du câble de frein des bicyclettes qui équipent la police parisienne à ce moment-là. Certains sont venus avec des barres de fer, avec des cannes plombées, avec des nerfs de bœuf. Enfin bon, il y a une pratique qui existe à des dizaines de reprises. C'est le fait de jeter des Algériens morts ou assommés ou encore conscients dans la Seine et dans les canaux. Le bilan exact est impossible parce que les conditions de la situation coloniale font que ces morts-là ne sont pas identifiées, nommées, comptées. Alors, c'est un peu plus compliqué d'anonymiser complètement les morts à Paris en 1961, puisqu'on est en métropole, on n'est pas dans un lointain colonial. Il y a quand même des corps qui ont été déposés à l'Institut médico-légal, dont on a donc au moins le nombre, parfois le nom, mais beaucoup des victimes ont été retrouvés sans papier d'identité, parce qu'on a souvent pris soin de leur enlever, ne sont plus identifiables. On n'a pas cherché à les identifier très souvent.
Certains ont été enterrés à la sauvette au cimetière de Thiais, où il y a un cimetière des musulmans inconnus, une fosse commune en réalité. Certains n'ont pas été repêchés, donc combien, évidemment, nul ne le sait, mais il est certain que tous n'ont pas été repêchés. On a des témoignages selon lesquels les Algériens ont ramassé des cadavres pour qu'ils ne tombent pas entre les mains des autorités, pour qu'ils soient enterrés selon le rite musulman. Et il est très possible que certains aient été enterrés dans les bidonvilles, par exemple, voilà, et donc n'ont jamais été comptés. Il y en a également qui sont morts dans les jours, puis dans les semaines qui ont suivi. Certains sont morts à l'hôpital en prenant bien soin de préciser qu'ils n'étaient pas à la manifestation, parce que si se signalaient comme manifestants, la police venait très souvent les enlever à l'hôpital pour les enfermer dans les camps qu'on avait ouverts. Et enfin, dans les jours qui suivent, le gouvernement met en scène une expulsion d'environ 1 millier d'Algériens qui n'ont absolument aucun bagage, qui sortent des camps que je viens de décrire, qui montent dans l'avion et qui sont censés donc rentrer dans leur douar d'origine. En réalité, ils sont directement conduits dans les camps en Algérie. Et on sait que dans ces camps-là, se sont produits également des disparitions. Quand on sait qu'en plus, de nombreuses archives ont disparu, il faut préciser qu'elles étaient restées sous le contrôle de Maurice Papon, puisqu'il est resté en poste jusqu'en 1967 et qui a eu le temps largement de faire un certain ménage. Le bilan officiel le lendemain, c'est 2 morts. Oui. Et ce sera ce bilan pendant 30 ans. Absolument. C'est-à-dire vers minuit, il y a un communiqué de la préfecture de police. Papon arrête la version officielle qui dit qu'il y a eu 3 morts, dont un Européen, dont on prétend qu'il est mort d'une crise cardiaque. En réalité, il est mort, son crâne a été éclaté. Et 2 Algériens, dont Papon est obligé de reconnaître la mort parce qu'il y a une dépêche de l'AFP vers 22h la veille qui a signalé 2 morts au pont de Clichy. On parle d'affrontements violents, de commandos du FLN qui auraient tiré sur la police. Il est absolument certain que la manifestation était entièrement pacifiste. Le FLN en avait fait une condition impérative. Il y a eu des fouilles d'ailleurs au départ de la manifestation. Il fallait amener même pas un canif à la manifestation. Bon. Et aucun policier n'a été blessé par balle. Il y en a qu'une dizaine qui n'ont pas repris le travail le lendemain, mais avec des motifs tout à fait bénins. Il y a quand même une inconnue incroyable, c'est que le 17 octobre 61, de fait, il y a énormément de monde. Donc il y a énormément de témoins. Paulette Péju, que tu cites, rappelons-le, ça c'est toi qui écris. Ce drame eut d'innombrables témoins. Ils se produisirent en plein Paris, ouvrez les guillemets, à l'heure où, sous la pluie, le pavé noirci reflète les enseignes au néon, à l'heure où Paris fait la queue au cinéma, où Paris pousse la porte des restaurants, où Paris ouvre ses huîtres, au moment où Paris commence à s'amuser. Un certain nombre de ces témoins parlèrent. Les militants français, postés dans Paris à la demande du FLN pour témoigner de probables violences, journalistes, avocats, simples passants et même policiers horrifiés par le comportement de leurs collègues. Une partie de la presse, malgré la censure et la menace de la saisie, accumula dans les jours qui suivirent des questions mettant sérieusement à mal la version officielle selon laquelle ne s'était déroulée qu'une opération de maintien de l'ordre, certes exceptionnelle par son ampleur, mais dont le bilan était finalement bénin en ces temps de guerre avec le FLN. Comment on explique ce mensonge d'État ? Alors fondamentalement, d'après moi, la raison, c'est une évidence, ça tient au statut. À qui on a tué, On a tué des colonisés, des gens qui sont colonisés depuis 132 ans et qui sont racisés, infériorisés, dont la vie ne compte pas. Et les Parisiens sont habitués depuis très longtemps à voir des Algériens raflés, brutalisés par la police. C'est une routine. Et c'est l'impunité qui va aussi faciliter l'occultation et l'omerta sur cette question. Il y a un système d'impunité qui est en place avant la guerre d'Algérie. Le 14 juillet 1953, par exemple, en pleine place de la Nation, lors de l'arrivée de la grande manifestation de la gauche, la police parisienne tire sur le cortège des messalistes. On est en 53, il n'y a pas encore de FLN, la guerre d'Algérie n'a pas commencé. Elle tue 6 Algériens plus un militant français de la CGT et il ne se passe rien. La hiérarchie les couvre. Le gouvernement soutient la thèse de leur légitime défense, qui n'était pas le cas du tout. La presse relaye le mensonge officiel. La justice ne fait rien. Et il ne se passe rien. Ce système d'impunité des crimes racistes d'État, il est déjà en place le 17 octobre. 4 mois plus tard, il y a la tuerie de Charonne. Alors il y a aussi le fait que la gauche française, le 17 octobre,
n'est pas là. Les Algériens sont seuls, alors pour des raisons assez complexes. Bon, la SFIO socialiste, il n'est pas question qu'elle soit là le 17 octobre parce qu'elle elle est compromise jusqu'au cou dans la répression coloniale, hein, avec l'époque Guy Mollet, Robert Lacoste, François Mitterrand. Le Parti communiste français, lui, a des rapports extrêmement tendus et de méfiance avec le FLN, c'est réciproque. Il y a eu, avant le 17 octobre, des négociations entre le FLN et le PCF pour essayer de mettre au point une réaction commune au couvre-feu qui n'a pas pu avoir lieu. Et donc, le 17 octobre, la gauche française n'est pas là. Et ce qu'elle va choisir comme martyr de la lutte contre la guerre d'Algérie, ce sont les morts de Charonne, qui sont des morts français, communistes. Hein, ils sont 9, 8 puis un qui va mourir plus tard, qui sont tués par la même police de Papon au métro Charonne. Eux vont avoir des obsèques gigantesques. Il va y avoir la plus grande manifestation, une des plus grandes manifestations de l'histoire de France pour accompagner les dépouilles des morts de Charonne au Père-Lachaise. Et ce jour-là, il y a de nombreux orateurs qui défilent à la tribune. Il y en a un seul qui fait une allusion aux Algériens du 17 octobre. On est 4 mois après seulement. Hein. Oui. C'est le représentant de la CFTC, le syndicat chrétien. Les autres n'en parlent pas. En mars 62, dans les accords d'Évian, la France prévoit son auto-amnistie. Hein, il y a l'amnistie qui interdit pour toujours toute poursuite judiciaire relative aux événements d'Algérie. Après le 17 octobre, il y a des plaintes qui ont été déposées par des familles et des Algériens. Mais toutes ces plaintes qui étaient mollement instruites, hein, c'est pas acharné pour faire les enquêtes, mais toutes ces plaintes sont stoppées définitivement. Et plus jamais, en France, il ne pourra y avoir de poursuite pour des crimes commis par des militaires ou des policiers français pendant la guerre d'Algérie. Quelle est la nécessité, selon toi, de raconter et le 17 octobre 61 et la bataille de cet historien Jean-Luc Einaudi pour faire éclater la vérité? Tu sais, quand mes éditrices m'ont proposé de rééditer ce livre, j'étais un petit peu réticent parce que je me disais, j'étais passé à autre chose, il fallait que je réécrive, etc. Et j'ai été un peu sidéré par l'intérêt que cette affaire provoque. Pas seulement mon livre, hein, mais à nouveau le 17. Je pense que le 17 octobre 61 a une actualité aujourd'hui qui est peut-être plus grande que jamais. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, il y est question de violence policière, il y est question de racisme systémique. Hein, alors on peut dire qu'à ce moment-là, le racisme est systémique, c'est bien à ce moment-là qu'il l'est. Il est question également de la liberté d'accès aux archives, de la possibilité de l'État d'occulter les faits historiques, et tout ça donc donne une actualité vraiment particulièrement importante à cet événement. Qui est donc cet éducateur de la PJJ, la prévention, pas de la police précisément, la prévention judiciaire. Et au départ, Jean-Luc Einaudi est éducateur et il va naître, il ne va pas naître, mais il va devenir historien, dis-tu. Qui est-il et pourquoi il se lance là-dedans? Mohamed Harbi a dit Jean-Luc Einaudi, c'est un héros moral. Alors, il y a effectivement dans son parcours une part incontestable d'une sorte d'héroïsme. D'abord, donc, Jean-Luc Einaudi, il est né en 1951, il était donc enfant pendant la guerre d'Algérie, et c'est politiquement et intellectuellement un enfant de mai 68. Après 68, il s'engage dans au Parti communiste marxiste-léniniste de France, une organisation donc d'extrême gauche, à la gauche du Parti communiste français. Il y reste jusqu'en 82, et en 82, il prolonge son engagement politique en devenant éducateur à la PJJ, c'est-à-dire en s'occupant des enfants des quartiers populaires en difficulté, et aussi en engageant des recherches, alors qu'il n'est historien ni de formation, ni bien sûr de métier. Il s'attaque à des histoires qui sont des histoires véritablement tabous à son époque, et qui sont notamment des tabous pour la gauche française et notamment pour la gauche communiste. Alors, il n'est pas le premier à écrire sur le 17 octobre. Dès 1963, il y a un journaliste noir américain qui s'appelle William Smith Gardner, qui a écrit un roman qui n'est traduit que cette année en français, chez Bourgois, qui s'appelle Le visage de Pierre, où il raconte en partie dans son roman le 17 octobre 61. Mais ce que fait Einaudi avec son livre qui s'appelle La bataille de Paris en 1991, c'est le premier récit historique construit avec la méthode historique et basé sur des sources très nombreuses, alors les archives auxquelles il a pu avoir accès, et surtout des témoignages qu'il est allé collecter jusqu'en Algérie,
il y a environ 120 témoignages d'Algériens, mais aussi de policiers. Tu dis qu'en 1987, il prend ses congés annuels d'éducateur et il en profite pour aller en Algérie, pour parcourir l'Algérie à la recherche de témoins qui vont lui raconter l'événement, de témoins directs qui vont lui raconter l'événement, parce qu'en réalité, pour le faire vite, l'accès aux archives lui est interdit à peu près. Enfin, il a les plus grandes difficultés du monde à obtenir quelques documents, et ceux qu'il souhaite le plus, il les aura pas. Voilà. Alors en particulier les archives de la police, de la préfecture de police, sur laquelle Papon, donc j'ai dit, a gardé la main très longtemps, et que la préfecture de police elle autorise l'accès de façon totalement arbitraire. Alors elle a autorisé certains historiens qui avaient montré patte blanche, qui étaient des amis de la police. On lui refuse aussi les archives judiciaires. Alors police plus justice à ce moment-là, évidemment, sont des archives très importantes. Une partie de son combat va être de faire exploser ce coffre-fort des archives, ce qui va se produire à la fin des années 90, puisqu'il va finir par obtenir la possibilité d'accéder aux archives, et il va l'obtenir pas seulement pour lui, mais pour les autres historiens. Alors, je lis page 39, un passage où tu décris formidablement Jean-Luc Einaudi. À ce moment-là, on est à Bordeaux, on est au procès de Maurice Papon, pour ce que Papon a fait à l'époque de l'occupation à la préfecture de Gironde. Autorisé à parler par le président, Jean-Luc Einaudi se lance, carrure de rugbyman et regard doux, voix grave et débilant, solidement agrippé à la barre. Et cet homme habité, écriture entre guillemets, par les faits qu'il raconte, notent les journalistes, capte rapidement l'attention de la cour et du public pour ne plus la lâcher. Le cauchemar des victimes, écrit Sud-Ouest, est encore le sien. Einaudi se livre à une véritable leçon d'histoire, d'une longueur et d'une densité très rarement autorisées dans un tribunal. Pourtant, nul ne l'interrompt. Les CRS eux-mêmes, signale-t-on, ont abandonné leur poste de surveillance des abords de la salle pour venir, excuse-moi, je suis tout ému, pour venir l'écouter avec attention. Alors, je suis tout ému parce que, à l'époque, j'ai 30 ans, je suis à Libération, et le jour de mes 30 ans, j'attends toute la nuit le verdict pour Papon. Figure-toi qu'après l'avoir décrit dans mon bouquin, je vais réussir avec les amis d'histoire coloniale et de Mediapart à montrer ce dont je parle là dans cette description, puisqu'on a mis la main sur un fichier vidéo qui montre les 25 premières minutes de la déposition d'Einaudi. Vous savez que le procès était filmé, hein, Oui. Donc on a une caméra en contre-plongée et on le voit agrippé à la barre, se lancer donc pendant les 25 premières minutes, et ça va être publié probablement le 16 octobre prochain. Chose extraordinaire qu'il pouvait probablement pas imaginer quand il publie la bataille de Paris en 91. Quelques années plus tard, il se retrouve à quelques mètres de Maurice Papon dans la cour d'assises de Bordeaux. Alors pourquoi il est là? C'est parce que les parties civiles juives et le MRAP ont décidé de faire appel à lui pour évoquer ce que Pierre Vidal-Naquet appelait l'autre moitié de Maurice Papon. On ne peut juger qu'une moitié de Maurice Papon, celle de Vichy, celle du complice du crime contre l'humanité et de la Shoah, mais on ne peut pas juger véritablement, en raison de l'amnistie, la moitié coloniale de Papon. Or, les parties civiles juives et le MRAP, et c'est quand même extrêmement significatif et important d'une époque, tiennent absolument à ce que le passé algérien, entre guillemets, de Papon soit évoqué, et c'est à Jean-Luc Einaudi qu'ils font appel parce qu'il a écrit cette histoire dans la bataille de Paris. Et alors, son témoignage, c'est le premier événement, en réalité, du procès Papon. On dit même à ce moment-là que pendant quelques semaines au moins, l'actualité du 17 octobre et du passé de ce passé-là de Papon supplante le sujet principal du procès qui est le passé des schistes. Il se trouve que Einaudi dépose un 16 octobre, par hasard. Là, c'est l'occasion d'en parler. Toute la presse française, et même internationale, titre ce week-end-là sur le massacre oublié du 17 octobre 61. 2 ans plus tard, voilà que Maurice Papon a l'idée étrange d'attaquer Einaudi en diffamation. Il attaque en diffamation parce qu'il a écrit dans Le Monde que c'était produit sous ses ordres, sous sa direction, un véritable massacre à Paris. Alors pourquoi l'attaque-t-il en diffamation à ce moment-là, alors qu'il a eu l'occasion de le faire des milliers de fois auparavant? C'est parce qu'il a été condamné à ce moment-là à 10 ans de réclusion criminelle pour complicité de crimes contre l'humanité, et qu'il est en cassation, et qu'en cassation, il faut essayer d'alléger son dossier. Se produit un deuxième procès, au cours duquel, en fait, l'amnistie va être contournée dans le sens où
Einaudi va faire de ce procès une tribune, va faire défiler avec la complicité, disons, enfin en tout cas l'accord d'un président qui était plutôt bienveillant. Alors qui s'appelait Jean-Yves Montfort. Je viens à ton renfort parce que là aussi, il se trouve, et ça a été un moment dans ma vie. J'ai passé là aussi pour Libération une semaine à suivre ce procès. On n'était pas si nombreux que ça. Et d'ailleurs, je dois te dire, Fabrice, que j'ai été très touché que tu cites de temps en temps les papiers que j'avais pu faire Oui, à l'époque. Et quand je t'ai invité, j'en étais pas à ce passage-là du livre. J'aurais peut-être un peu changé, mais bon, voilà. Donc, moi, il se trouve que j'ai vu effectivement Papon. J'ai vu Einaudi. Alors Papon était pas là tous les jours, hein, notamment quand il sentait que ça allait barder pour lui. En fait, il était là les jours où il pouvait se défendre et les jours où il sentait qu'il allait être attaqué, il était pas là. Et effectivement, c'est un moment absolument incroyable parce que Maurice Papon fait un procès en diffamation, et comme disent certains avocats, faire un procès en diffamation, c'est souvent un procès contre soi. C'est-à-dire qu'il faut dire combien il faut étaler ses vertus. Et là, ça marche pas. Et les avocats de Papon, qui à l'époque sont quand même des avocats de la droite et de l'extrême droite, qui sont plutôt extrêmement capés, vont perdre pied. C'est-à-dire que ça va pas marcher leur histoire. Et donc, on est bien d'accord, c'est Papon qui attaque Einaudi, tu l'as dit, sur un papier qu'il a écrit dans Le Monde. Et en fait, ça se retourne contre lui. Ce procès, il est intéressant parce que, je répète, c'est quasiment la première fois depuis la guerre d'Algérie que des victimes de crimes coloniaux viennent défiler à la barre d'un tribunal en France face à celui qui est le responsable de ces crimes. Alors même si c'est pas du tout l'objet officiel du procès, c'est ce qui s'est passé. Et puis, alors effectivement, il y a le rôle tout à fait décisif que jouent Brigitte Lenné et Philippe Grand, les deux archivistes de la ville de Paris. Voilà. Qui vont porter les stockades à Papon. Brigitte Lenné et Philippe Grand vont être mis au placard. Pourquoi ? Parce que effectivement, ils vont un peu sortir pour aller très vite de leur devoir de réserve, et ils vont fournir à Einaudi des documents. Alors, ils travaillent aux Archives de France, aux Archives nationales, pardon, et ils vont lui fournir des documents qui vont être essentiels dans son travail, documents qui lui ont été refusés plus de 60 fois au préalable. Sauf que ça va très très mal se passer pour eux. Jean-Luc Einaudi est allé les voir aux Archives de Paris, où ils étaient conservateurs, pour leur demander de témoigner dans le procès, donc en diffamation, qui lui est intenté par Papon. Ce que fait Brigitte Lenné, donc oralement, et Philippe Grand par écrit, c'est de dire que dans les archives judiciaires du parquet de Paris, qu'ils connaissent très bien, on a la preuve qu'il y a bien plus que 2 ou 3 morts le 17 octobre, qu'il y a eu des dizaines de morts au moins. Ça joue un rôle absolument décisif dans la relaxe de Jean-Luc Einaudi. Ce geste, il est fait donc par 2 archivistes qui sont déjà des moutons noirs aux Archives de Paris, parce qu'ils se sont déjà opposés à leur directeur qui a l'habitude de pratiquer ce qu'on appelle l'élimination des archives, hein, de mettre au pilon un certain nombre d'archives. Bon, il se trouve qu'il a mis au pilon des archives relatives, par exemple, aux électeurs du 5e arrondissement de Jean Tibéry, des archives relatives aux frais de bouche des époux Chirac Alors, à la mairie de Paris. Ça, c'est un moment dans ton bouquin d'une certaine manière qui est presque léger, parce que on parle pas de massacre, là, il y a pas de crime de sang ou des choses comme ça, mais en même temps c'est d'une violence incroyable. C'est-à-dire combien un chef de service a pu détruire quand même une partie des scandales de Paris, qui sont en plus des scandales récents. Et tout ça se fait au nom d'économies budgétaires, hein, de manque de place. Donc on conserve, donc le directeur décide de conservation par morceaux choisis par lui, quoi, en quelque sorte. Ouais, ouais. Donc on élimine une année sur 2, ou etc. Alors il y a les frais de bouche et les électeurs de Tibéri, c'est léger, comme tu dis, mais Grand et Lenné ont par exemple sauvé du pilon les archives relatives à la spoliation des biens juifs pendant l'occupation. Ce qui n'est pas rien. Quand Lenné et Grand témoignent au procès, ils sont déjà très mal vus par le directeur des Archives de Paris, qui en profite, qui se dit que c'est l'occasion ou jamais de les faire dégager. Les menaces de sanctions judiciaires, ce qui est totalement absurde, et il essaye d'obtenir du ministère de la Culture, qui est le ministère de tutelle, leur expulsion des Archives de Paris. Alors il arrive à rien de tout ça, et donc il va lui-même procéder à des sanctions déguisées,
Tous deux archivistes passionnés, ils sont en effet fort dissemblables, mais chacun à sa façon dénote fortement dans le petit milieu des conservateurs des archives de France qui a longtemps recruté, surtout dans la bourgeoisie de droite et d'extrême droite. Aujourd'hui, je veux pour preuve que ça a beaucoup changé, le fait par exemple que il y a une promotion d'élèves archivistes il y a 2 ans qui s'est baptisée promotion Brigitte Lenné, en faisant un très beau texte explicatif en disant que elle avait sauvé l'honneur de la corporation et que elle avait été très injustement sanctionnée. On n'arrivera jamais à les faire partir, mais Philippe Grand va prendre sa retraite sans qu'il se soit passé rien du tout, rien de particulier à son égard, et c'est seulement en 2006 que Brigitte Lenné réussira à reprendre ses travaux. Et Brigitte Lenné, qui est décédée il n'y a pas très longtemps, va quand même recevoir la Légion d'honneur. L'institution des archives ne s'est jamais exprimée sur cette affaire. Lorsqu'elle est morte, ils ont pondu une nécro rendant hommage à ses qualités professionnelles, mais disant qu'elle avait, en gros, elle avait ses convictions, quoi. Mais jamais il n'y a eu de regret officiellement exprimé pour ces années de mise au placard. Et la Légion d'honneur, elle rend hommage à quelqu'un qui a rendu service à l'État pendant X années, c'est tout. Hein. Donc il n'y a vraiment toujours pas de reconnaissance de ce qui est arrivé à Brigitte Lenné et à Philippe Grand, qui lui est toujours bien vivant. Hein, je l'ai eu au téléphone encore hier. Il n'y croit pas, hein, mais je pense qu'il serait quand même vraiment temps que se produise un geste significatif. Il y a une période, malgré tout, où Jean-Luc Kennedy, aidé de Brigitte Lenné, de Philippe Grand, vont quand même gagner. Il y a ce rapport Géromini qui sort toute fin 99, qui grosso modo reconnaît qu'il s'est passé quelque chose dans les rues de Paris, le 17 octobre 61. Les grands événements, comme je l'ai mis dans une citation en exergue de Claude Mouchard, ne cessent jamais d'arriver et ne cessent jamais d'être relus et réinterprétés, bien sûr. Oui. Le 17 octobre, j'ai dit, c'est un aboutissement de la terreur coloniale, mais c'est aussi un point de départ. C'est aussi une manifestation antiraciste. Et ce qui s'est produit, c'est une sorte de scène inaugurale de ce qui va se produire jusqu'à nos jours, lorsque l'immigration alors coloniale, post-coloniale, ou les descendants de l'immigration tentent de prendre la rue et la parole pour défendre leurs droits. Le système d'impunité qu'on voit fonctionner donc à son paroxysme, comme j'expliquais tout à l'heure, en octobre 61, il s'est perpétué jusqu'à nos jours. La génération Adama qui manifestait au printemps 2020, contre quoi elle proteste? C'est toujours en réclamant la vérité et la justice, c'est toujours contre le même système d'impunité, alors bien sûr avec une intensité meurtrière beaucoup moins grande, heureusement, et un système d'impunité dont il faut noter quand même qu'il est aujourd'hui en crise depuis un moment, grâce au cop watching. Hein. Il y a eu quelques photographes en octobre 61 pour prendre des photos. Aujourd'hui, il y aurait eu des milliers d'appareils téléphoniques pour filmer. On voit maintenant quand même très régulièrement les autorités obligées de réagir à des violences policières racistes, sans que ça débouche toujours évidemment sur des condamnations, mais quand même c'est un élément très important, et on comprend bien pourquoi certains ont voulu interdire qu'on filme la police. Je raconte l'histoire ça s'est produit à l'île Saint-Denis en avril 2020, je crois. C'est ça. Donc une vidéo virale où on entend effectivement dire à un policier, un bico ça ne nage pas, t'aurais pu lui attacher quelque chose au pied, etc. Et puis après on l'entend se faire tabasser dans le camion. Hein. Immédiatement sur les réseaux sociaux, dans les blogs, on a des allusions au 17 octobre. Des gens qui disent, ce bico, c'est l'Algérien d'octobre 61 qui a été jeté dans la Seine. Et ça montre quand même que depuis les années 90, il y a une diffusion de la connaissance, même sommaire, hein, de l'événement dans la société française, qui n'est toujours pas reconnu officiellement par les plus hautes autorités de l'État pour ce qu'il a été, mais qui est quand même aujourd'hui et qui est encore utilisé comme il l'a été depuis les années 80, comme un récit une arme dans le discours antiraciste, quoi, hein, c'est important. La continuité, elle est dans les pratiques racialisées de la police et dans l'imaginaire colonial, raciste, qui continue à prévaloir dans la police. Tu parlais du mot bico, il n'y a pas longtemps, il y a eu un procès, et il y a un des prévenus qui disait naïvement, mais oui, mais alors, je sais plus si c'était le mot bico, mais madame la juge, bico, c'est d'usage absolument courant parmi nous, dans les commissariats. Bon. Alors, ça n'est juste que la manifestation, dans les mots, mais les pratiques, c'est bien sûr d'abord le contrôle au faciès qui s'est perpétué, qui s'installe comme une pratique systémique pendant la guerre d'Algérie,
et qui se perpétue jusqu'à nos jours, comme tout le monde le sait bien. J'en viens à Macron. Le Monde va retranscrire des conversations qu'Emmanuel Macron aurait eues avec des petits-enfants de la guerre d'Algérie. Amine, 18 ans, de Gennevilliers, prend la parole. J'ai mon grand-oncle qui a été assassiné ce jour-là. Et je porte son héritage, il me paraît très important qu'il y ait une reconnaissance et une condamnation de ce qui a été fait. Et là, soudain, Emmanuel Macron se tend et il dénonce, entre guillemets, côté algérien, une histoire officielle, entre guillemets, selon lui, entre guillemets, totalement réécrite, qui ne s'appuie pas sur des vérités, mais sur un discours qui, il faut bien le dire, dit-il, repose sur une haine de la France. Je pense que s'il y a quelqu'un qui est vraiment très mal placé pour donner des leçons politico-mémorielles, notamment à l'Algérie, c'est quand même bien Macron. Parce que la République française, elle est toujours incapable, à peu près 60 ans plus tard, après la fin de la guerre, de reconnaître une évidence. Tous les malheurs là dont il est question, les morts, les souffrances de la guerre d'Algérie, celles des Algériens au premier lieu, celle des Harkis, celle des Pieds Noirs, celle des Appelés, elles ont une cause première et essentielle, c'est la conquête qui fut d'une brutalité extraordinaire, puis la colonisation qui fut elle aussi d'une brutalité extraordinaire de l'Algérie pendant 132 ans. Quand on aura enfin reconnu officiellement, solennellement, cette vérité essentielle, c'est elle qui donne son sens à tout le reste. Et ça, Macron, manifestement, sa réaction au dernier propos du jeune qui lui dit qu'il faut reconnaître, je sais plus les mots exacts, le caractère injuste de la colonisation, qui réagit en attaquant l'Algérie, je trouve ça extrêmement malvenu. Et extrêmement malvenu aussi cette espèce d'instrumentalisation de quelques jeunes d'origine algérienne dont j'ai pas bien compris pourquoi ils étaient là, etc. Voilà. Alors que Macron demande des conseils sur ce qu'il doit faire le 17 octobre, franchement, ça me fait rire. On sait que l'Élysée va faire quelque chose le 17 octobre, mais ce qu'on vient d'entendre là, ce que tu viens de rappeler, laisse assez mal augurer de ce qu'on va entendre. Et d'autre part, il y a un contexte politique d'extrême droitisation générale et en particulier du pouvoir qui fait que je vois pas bien Macron indisposer à nouveau les syndicats de policiers. La politique en l'occurrence, c'est pas ça sort pas du cerveau de Macron, ça sort d'une cellule mémoire qui travaille à l'Élysée, qui est aujourd'hui dirigé par quelqu'un qui s'appelle Bruno Roger Petit, qui s'est signalé il n'y a pas très longtemps en allant déjeuner avec Marion Maréchal Le Pen, qui s'est empressé, lorsque Benjamin Stora a rendu son rapport, de dire surtout on ne va pas faire de repentance, mais seulement quelques actes symboliques. On te demande, est-ce qu'il y a des commémorations en dehors d'éventuellement un discours de Macron qui sont prévues? Essentiellement, ce qui se produira à Paris le 17 octobre dans l'après-midi, c'est à l'initiative du collectif Au nom de la mémoire, une manifestation qui va avoir lieu normalement. Alors le parcours, à ma connaissance, n'est pas encore autorisé par la préfecture de police, qui devrait aller du cinéma Rex, boulevard Bonne Nouvelle, au lieu du massacre, où il y avait un empilement de cadavres qui a été photographié par Georges Hazenstark ce jour-là, jusqu'au pont Saint-Michel, où des Algériens ont été jetés dans la Seine. Il y a d'ores et déjà une centaine d'organisations politiques, syndicales, associatives, qui ont signé cet appel à manifester, donc pour le 60e anniversaire. Il y a également d'autres manifestations artistiques, des pièces de théâtre. Moi, je sais que je suis invité au Cirque électrique le 17 au soir avec Edoui Plenel et Ludivine Bantigny et d'autres. Hein. Bon, enfin, je peux pas annoncer le programme complet ici, mais voilà. Concernant ton livre, Ici on noya les Algériens, voici les dates des prochaines rencontres avec Fabrice. Je finis une tournée triomphale par Toulouse, Perpignan, Marseille, Sète, etc. après le 17 octobre. Dans le chat, on nous dit il n'a pas été question de religion ce matin. Quand Papon nous explique pourquoi, d'après lui, ces hordes d'Algériens devaient à tout prix être empêchés de manifester sous les fenêtres du général de Gaulle, c'est en raison de leur fanatisme. Absolument. Et ils mobilisent là une islamophobie qui est déjà, alors elle aussi, j'ai oublié de la mentionner parmi les choses qui résonnent aujourd'hui, qui est déjà complètement constituée à l'époque coloniale, hein, la construction de l'Algérien fanatique. Voilà. Et Papon va faire souvent des déclarations de ce type disant que ces musulmans ne peuvent pas s'intégrer à la République française. Ça joue un rôle important. Bertrand Delanoë va poser une plaque à Paris en 2001 sur le pont Saint-Michel. Au conseil municipal de Paris, Claude Goasguen, député de droite gaulliste, Claude Goasguen dit, en posant cette plaque, vous donnez des armes aux extrémistes musulmans.
Hein, on est à ce moment-là en 2001. Bon, aujourd'hui, on parle d'islamo-gauchisme et de séparatisme, et c'est aussi une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je vois mal Macron aller au fond des choses le 17 octobre. Bon. Ce qui ne va pas du tout, c'est qu'on continue à cacher les choses, à pas les dire et à pas les reconnaître. C'est ça qui crée du ressentiment, de la haine, du séparatisme, pour parler comme Macron. Hein, et donc, ce qu'il faut faire, c'est regarder les choses en face, en parler, les enseigner, les expliquer. Voilà. Je reviens aux policiers, parce que j'avais dit j'en parlerai. Page 109, tu écris « Les témoignages des victimes sont terribles, mais ce sont ceux des policiers décrivant la sauvagerie inouïe de leurs collègues qui pèsent le plus lourd. Près de 100 pages et des dizaines de témoignages effroyables plus loin. On est au Palais des Sports, porte de Versailles, où, tard dans la nuit, l'on rassemble depuis des heures des Algériens raflés. C'est le gardien de la paix Joseph Gomenginger, interrogé par Enodi en 86, qui raconte qu'il implora en vain le sous-directeur de la police de faire cesser ce qu'il qualifia alors de, ouvrez les guillemets, boucherie. À l'intérieur du Palais des Sports, ouvrez les guillemets, sont entassées 6000 personnes environ, la plupart sont blessées, certaines sont mortes. La situation de la politique dans la police à cette époque est assez étonnante. Bon, après, en 45, il y a eu une épuration de la police assez importante, hein, où on vire de la police les flics les plus compromis dans la collaboration, etc. Mais on en réintègre un grand nombre dans les années 50. On intègre, après la libération, un certain nombre de policiers communistes. Il y a des cellules communistes importantes dans la police. Mais dans les années 50, pendant la guerre d'Algérie, on écarte un certain nombre de ces policiers communistes. Il y a en 61 une partie de la police qui est incontestablement contaminés par l'OAS, les ultras de l'Algérie française. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que le paysage politique policier à cette époque me semble plus pluraliste qu'il ne l'est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a encore dans les syndicats de police représentatifs des gens de gauche, notamment des communistes. Alors, certains, ce soir-là, ont été écartés de l'opération. Hein, c'est-à-dire qu'on on les a pas mis de service parce que on savait qu'ils n'allaient pas forcément collaborer. Et effectivement, ce sont ces policiers-là qui sont en poste, souvent communistes, qui vont témoigner des atrocités dont ils ont été les témoins. Et évidemment, leur parole à eux pèse extrêmement lourd, hein, dans la démonstration de l'existence du massacre. Moi, j'ai vraiment vachement aimé ton bouquin. J'avais pas lu l'édition originale, pour être tout à fait franc, en 2015. C'est donc une réédition vraiment augmentée. Il y a une très belle préface du dénommé Plenel Edoui et une autre qui est celle d'origine, je crois, de Gilles Manson, qui valent effectivement là aussi la lecture. Par ailleurs, je trouve que ton éditeur, Le Passager clandestin, il fait un beau boulot d'édition. Voilà, c'est du beau papier, c'est bien fait. Non, il faut. Je suis d'accord, de formidables éditrices. Ouais. Nous te libérons. Je te remercie. Mais peut-être que le 17 octobre, on se retrouvera dans la rue, j'aurai une petite caméra et je serai en direct et je dirai, tu peux pas parler, je filme. Avec plaisir, oui. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci Fabrice. Au revoir. Merci. Au revoir.